Alors, je suis Valérie Laramet-Tannenberg, je suis journaliste spécialisé dans les questions climatiques depuis 25 ans et pour intéresser mes contemporains à ce sujet compliqué, j'ai écrit en 2015 un livre Menaces sur le vin avec mon ami et confrère Yves Lers. Et l'idée étant de parler du changement climatique et de ses conséquences à nos contemporains, notamment les Français, qui aiment bien le vin, pour leur expliquer les menaces qui pesaient sur la vitiviniculture en France et dans le monde, et leur présenter le panel de solutions qu'ont déployé les vignerons, les maîtres de chais, depuis une petite décennie, on va dire. Leur montrer donc ce qui se passe dans le monde du vin, aussi bien en France, aux États-Unis, et puis dans le Nouveau Monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, et les réponses du milieu viticole au changement climatique et à ses conséquences, c'est-à-dire les bouleversements du cycle hydrique, c'est-à-dire l'évolution des saisons, de la phénologie, etc. On peut dire que en Europe, les régions viticoles sont en train de retrouver une carte qui était celle de la viticulture au XIVe siècle, une époque où il faisait un petit peu plus chaud qu'au début du XXe siècle. Donc il y a des régions qui étaient septentrionales en Europe, la Flandre, la Scandinavie, le Royaume-Uni, la Pologne, etc., qui sont en train de redevenir, parce qu'il fait plus chaud, des régions viticoles, ce statut qu'elles avaient perdu depuis plusieurs siècles. A contrario, les régions les plus au sud de l'Europe, comme les Languedoc-Roussillon par exemple, certaines régions d'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui deviennent de plus en plus chaudes, notamment en été, sont en train d'avoir de vrais problèmes. De vrais problèmes, par exemple, parce qu'il y a de moins en moins d'eau, parce que les rendements des vignobles sont de moins en moins importants. Et donc, ces régions sont en train de se préparer à une révolution viticole. On en parlera tout à l'heure. Alors, pourquoi ça pose problème? Ça pose problème pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, il pleut moins au moment où les vignerons auraient besoin d'eau. Donc, la vigne souffre d'un fort stress hydrique, ce qui nuit non seulement au rendement, donc à la production brute, mais ça perturbe aussi certains équilibres, notamment l'équilibre entre le sucre et l'acide. Les vins deviennent de plus en plus sucrés, donc de plus en plus alcoolisés, et de moins en moins acides, donc ça joue sur la typicité du vin, et ça peut aussi influer sur la capacité des vins à se garder, à résister dans la bouteille, à durer dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines régions où on a de plus en plus de mal à avoir des vins de garde. Par exemple en Aquitaine ou dans certaines régions de Bourgogne. Autre problème, qu'est-ce que vous voulez dire? Autre problème, dans certaines régions, je parlais de la Nouvelle-Aquitaine, il peut pleuvoir plus qu'il ne pleuvait, par exemple, au printemps ou au début de l'été, parce que les grands régimes de la météo ont changé et la région devient un peu plus humide qu'elle ne l'était, un peu plus humide et un petit peu plus chaude, ce qui peut favoriser la formation de certains ravageurs comme l'oïdium, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les néophytains ont de plus en plus de problèmes avec cette maladie de la vigne, et alors même qu'ils veulent développer l'agriculture biologique. Il y a un vrai problème, c'est que d'un côté, ils veulent utiliser moins d'intrants chimiques, et d'un autre côté, ils doivent faire face à une menace croissante de l'oïdium. Cépage menacé, fort heureusement. Il faut se souvenir que la collection mondiale de cépages dépasse 5 à 6 000 variétés, donc on a de quoi faire. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que dans certaines régions bien précises, les cépages dominants vont avoir des problèmes parce qu'ils ne sont plus capables de supporter finalement le nouveau climat. On peut avoir ce problème, on pourra avoir ce problème en Nouvelle-Aquitaine, notamment avec le merlot, qui est un des cépages dominants. Et certains châteaux qui produisent l'essentiel de leur vin rouge avec du merlot sont en train de réfléchir à une adaptation de leur vignoble.
soit en diminuant la part du merlot et en mettant d'autres cépages, comme le petit verdot par exemple, soit en réfléchissant carrément à l'introduction de nouveaux cépages qui n'étaient pas inscrits au cahier des charges de l'appellation. Et c'est ce que prépare la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'ils ont obtenu l'autorisation de l'INAO française de tester une demi-douzaine de nouveaux cépages, des cépages qui n'étaient pas plantés chez eux, des cépages blancs, des cépages rouges, dont beaucoup viennent du Portugal. Donc, on imagine que ce sont des cépages qui sont capables de résister à un climat plus chaud et un petit peu plus sec. Et c'est précisément ce qui risque de se passer en Nouvelle-Aquitaine dans les 20 à 30 prochaines années. Alors l'une des conséquences du changement climatique, on l'a dit, c'est d'accroître le taux de sucre dans le jus de raisin et donc de faire des vins plus alcoolisés. Et ça, on l'observe particulièrement en Californie, où le climat s'est beaucoup réchauffé ces 30 dernières années. C'est l'une des régions des États-Unis où le climat s'est le plus réchauffé. Et donc, la plupart des vins ont aujourd'hui un taux d'alcool qui dépasse les 15 degrés, voire 16 degrés. Alors, pour les Californiens, ça pose un double problème. Le premier, c'est que leurs vins ont considérablement changé, évolué. Leur typicité n'est plus celle des années 80. Et ça leur pose aussi un problème fiscal, puisque au-delà de 16 degrés, je crois, le vin en Californie est considéré comme un spiritueux et soumis à une fiscalité plus forte. Donc, ce que font les vignerons californiens, à peu près tous, c'est de désalcooliser leur vin. Alors, il y a deux solutions assez simples. La première, c'est finalement de mouiller le vin avec de l'eau, ça se pratique, donc de le diluer en quelque sorte. L'autre solution, c'est de recourir à des systèmes de filtration un petit peu comparables à celles qu'on utilise pour filtrer l'eau totale. Donc ce sont des systèmes de nanofiltration, d'ultrafiltration, de ce l'inverse, qui sont relativement chers mais extrêmement efficaces parce qu'on peut même aller jusqu'à désalcooliser totalement le vin. Faire du vin sans alcool, ça existe déjà, c'est pas forcément très bon. Alors il y a des historiens qui ont étudié un petit peu les chroniques des gens d'église, qui étaient finalement les seuls à raconter ce qui se passait au jour le jour depuis des siècles. Et on se rend compte que dans certaines régions, comme en Bourgogne par exemple, on n'a jamais vendangé aussitôt qu'aujourd'hui par rapport au XVe siècle. Dans certaines régions de France, comme en Champagne par exemple, les températures durant l'été ont tellement évolué, tellement vite, que maintenant on vendange un mois plus tôt par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Alors ça pose des problèmes non négligeables aux vignerons, parce que d'abord il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils trouvent des gens qui les aident dans les vignes plus tôt, et c'est pas forcément les meilleures périodes pour tout le monde. Et puis il y en a certains qui aussi n'hésitent pas à vendanger la nuit pour garder le raisin le plus au frais possible par rapport aux températures qui règnent durant la journée. Alors, des solutions d'adaptation, il en existe heureusement. Alors, au niveau de la culture, on peut déjà commencer à réduire le rayonnement solaire sur les belles raisins. De plusieurs façons. Alors, la plus simple, c'est de diminuer la taille, d'éviter de tailler la vigne, et donc de faire en sorte que les feuilles recouvrent un peu la grappe. Ça, c'est la solution la plus simple. Il y a d'autres solutions qui consistent, là où il fait vraiment très chaud et où il y a beaucoup d'ensoleillement, à recouvrir tout le vignoble d'une espèce de voile, de tulle, comme ça se pratique par exemple pour les vergers. Et là, ça réduit un petit peu le rayonnement solaire. On voit ça aussi dans les plantations de cigares à Cuba, par exemple. Après, il y a d'autres solutions plus lourdes, plus structurelles, qui consistent à faire évoluer l'encépagement du vignoble. Donc en ajoutant des variétés de vignes qui sont plus résistantes à la température, au stress hydrique par exemple. C'est ce qu'on a vu en Nouvelle-Aquitaine, où on est en train de cultiver, on va cultiver bientôt des variétés d'origine portugaise qui sont plus résistantes aux fortes chaleurs. Ensuite, dans le chai, ce qu'on peut faire, donc on peut désalcooliser le vin, c'est ce qu'on a vu en Nouvelle-Californie. C'est une solution relativement chère, mais qui a le mérite de ne pas trop agir sur la typicité du vin, de produire un vin qui ressemble à ce que les consommateurs attendent.
Après, il y a des solutions beaucoup plus lourdes qui sont, je crains, réservées aux grandes maisons. C'est carrément de déménager le vignoble. Alors, on a vu ça par exemple en Espagne, où la célèbre Bodega Torres a implanté des vignes en altitude pour gagner en fraîcheur. On voit aussi, c'est ce que préparent un petit peu les grandes maisons de champagne françaises, ils sont en train d'installer des vignobles dans une région plus fraîche que la Champagne, en tout cas en été, dont le sol est à peu près identique, c'est le sud de l'Angleterre. On voit un certain nombre de grandes maisons de champagne qui ont installé des vignobles dans le sud de l'Angleterre pour faire du vin pétillant, du vin qui ressemble étrangement à du champagne, mais qui n'a pas le droit de s'appeler champagne, puisque les règles commerciales sont très strictes. Après, on peut imaginer beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, des pays qui s'ouvrent à la viticulture, qui imaginaient il y a 30 ans que le Canada serait un grand pays viticole. C'est aujourd'hui le cas. Il y a plusieurs régions au Canada qui sont de grandes régions productrices de vin et où on voit arriver des Américains qui trouvent qu'il fait trop chaud chez eux, des Bourguignons également. Donc c'est le signe que les cépages sont parfaitement adaptés, que le terrain est bon et qu'on sait y faire du bon vin. Ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs solutions pour l'encépagement. On peut retravailler avec des variétés qu'on avait un petit peu délaissées, celles qui sont les plus résistantes au stress hydrique par exemple. Simplement, il ne faut pas tout miser là-dessus parce que souvent, si on a abandonné ces variétés, c'est pour de bonnes raisons. C'est parce que souvent, elles produisaient soit insuffisamment, soit elles produisaient carrément un vin qui n'était pas très bon. Elles produisaient la célèbre piquette. Donc, c'est aussi pour ça qu'on avait abandonné. Donc, c'est la raison pour laquelle on nourrit beaucoup d'espoir sur les variétés des pays chauds. Je pense en particulier à la Grèce, au Portugal, qui ont des collections de plusieurs centaines de variétés autochtones. Donc des variétés qui résistent beaucoup aux fortes chaleurs de l'été et au stress hydrique. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'essais qui sont menés souvent directement chez des viticulteurs qui ont une petite parcelle test ou dans les grands centres de recherche agronomique comme l'INRAE en France qui ont des parcelles expérimentales où ils élèvent ces variétés portugaises, espagnoles, arméniennes, russes, etc. Ils font du vin avec pour voir comment il se comporte, s'il peut se rapprocher des vins que l'on fait actuellement dans les régions françaises. Et à terme, on peut imaginer que ces cépages vont doucement mais sûrement être plantés un peu partout dans les vignobles français, mais aussi en Suisse, mais aussi en Espagne, en Italie.